Bienvenue sur Coup Double. Dans ce podcast, on explore, on raconte et on célèbre la vie avec des jumeaux. Chaque semaine, plongez avec moi dans des témoignages, des échanges avec des experts et des retours d'expérience de parents comme vous et moi qui répondent aux questions qu'on se pose tous. Je suis Camille, maman de 3 enfants rapprochés dont des jumeaux et créatrice de Coup Double depuis novembre 2024. Coup Double, c'est un univers dédié aux parents de jumeaux, avec le podcast bien sûr, mais aussi une page Instagram pour échanger ensemble et un site rempli de ressources et de produits pensés pour nous, les parents de jumeaux. Notre mission est simple, célébrer la parentalité gémellaire dans toute sa beauté et sa complexité. Alors si vous êtes un parent, un futur parent, le proche d'un parent de jumeaux, ou juste curieux d'en savoir plus sur la gémellité, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Coup Double. Un épisode où on va parler de gémellité, bien sûr, mais aussi d'homoparentalité. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie, qui forme avec sa femme MC une famille composée de 4 enfants, dont des jumelles. Stéphanie nous raconte leur parcours pour devenir mère entre la France et l'Espagne, un parcours qui s'est construit au fil des années, au rythme des lois, des démarches et de leurs propres choix. Avec Stéphanie, on est revenu sur leur décision de passer par la PMA à une époque où elle était encore interdite aux couples de femmes en France, sur leur départ pour l'Espagne pour concrétiser leur désir d'enfant, et sur la manière dont elles ont choisi, à chaque parcours, qui porterait l'enfant. Stéphanie m'a aussi expliqué ce que ça faisait de porter à la fois le rôle de maman et de coparent, qu'est-ce qu'elle a ressenti, elle, à chacune des grossesses, quand elle portait ou non l'enfant à venir. Puis on a parlé du désir du 3e enfant et ce que la loi de bioéthique d'août 2021 est venue changer dans leur parcours PMA. Et bien sûr, on est revenu sur l'arrivée de leurs jumelles qui a fait passer la famille de 2 à 4 enfants. Dans cet épisode, on aborde surtout le regard que la société porte aujourd'hui sur les familles homoparentales, de ce qu'est leur quotidien de familles nombreuses avec des jumelles et de la manière dont elles ont expliqué leur configuration familiale à leurs enfants. Avant de commencer, je vous rappelle que si Coup Double vous plaît, filez vous abonner ou nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, parce que c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast. Alors maintenant, je vous laisse avec Stéphanie et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Stéphanie. Salut. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, avant de parler de ton parcours, est-ce que tu peux te présenter pour que tout le monde sache qui tu es ? Donc du coup, moi je m'appelle Stéphanie, j'ai 38 ans, je suis en couple avec une femme depuis 16 ans et on a 4 enfants qu'on a eu par PMA. Ça marche, 4 enfants dont des jumeaux, ce qui fait Exactement. du sens pour le podcast aujourd'hui. Et on va parler justement de famille homoparentale, de comment faire famille quand on est 2 mamans, et la question de la gémellité dans votre parcours. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux revenir brièvement sur la manière dont vous vous êtes rencontrés, comment est-ce que vous êtes rencontrés et quand avec ta femme ? On s'est rencontrés, que je te dise pas de bêtises, en 2008. Ouais. 2008, à l'école d'architecture tout simplement. On s'est connus, en fait moi j'ai redoublé mon année, ma 2e année d'archi, parce que j'ai pas rendu un dossier, et du coup j'avais une moyenne qui était de mémoire 9,92, il fallait avoir 10 à la matière, donc c'est les 0,08 points qui me manquaient, qui ont chamboulé du coup après tout le reste de ma vie au final. Parce que, ouais, au final au début t'es un peu dégoûtée parce que tu redoubles à quelques points près et au final c'est ça qui définit toute ta vie, ouais. C'est ça, du coup la première année de redoublement, j'avais que cette matière à compenser, donc j'allais à l'école un jour par semaine. Et en plus, on était par groupe, donc je l'ai pas rencontré. Enfin, il paraîtrait qu'on se soit rencontrés à ce moment-là, j'en ai aucun souvenir. Et du coup, après, quand j'ai réellement intégré la promo à temps plein l'année d'après, on est parti en voyage scolaire à Rome. Ouais. Et c'est là où, je l'ai rencontré pour de vrai. Donc quand vous vous mettez en couple, est-ce que pour vous, la question justement du désir d'enfant, elle arrive à un moment donné ? Quand est-ce qu'elle arrive ? Est-ce que pour vous, c'est une évidence pour toutes les deux de devenir maman ou pas forcément ? Ah non. Alors déjà, ma conjointe était ma première copine et inversement, j'étais sa première. Avant ça, on avait toujours été dans des relations hétéros. Donc moi, je savais que je voulais des enfants. Ça a quand même chamboulé un peu le truc dans ma tête. Et ma conjointe, je pense qu'à ce moment-là, elle était tellement à milieu de ce qui allait se passer, dans le sens où, pour une fois, elle acceptait, entre guillemets, de faire tomber ses barrières et de se dire que, peut-être qu'elle n'était pas hétéro, mais ça a pris encore tellement de temps pour elle, déjà, de
le conscientiser, de se dire Ouais. qu'elle pouvait être différente et que c'était pas dramatique. Donc non, elle, pour à ce moment-là, tout ce qui était mariage, enfant, honnêtement, je pense que ça lui venait même pas à l'esprit. C'est venu, on en a parlé bien après, on en a parlé bien 8 ans après, quoi. Au bout de ces 8 années, où est-ce qu'on en est au niveau justement un peu législatif par rapport au fait de faire un enfant quand on est un couple de femmes? Et, et ben, il y a deux choses. En France, on n'avait pas le droit de faire un enfant, mais Ouais, on avait le droit d'avoir des enfants. d'accord. C'est pas tout à fait la même chose. Du coup, en fait, on avait le droit, avec la loi du mariage pour tous, donc 2013, on avait le droit d'adopter les enfants de notre partenaire. C'est-à-dire que quand on a eu nos premiers, par exemple, c'est moi qui ai porté la première, elle avait que mon nom de famille et il a fallu que ma conjointe l'adopte après. Voilà. Et donc du coup, ça on avait le droit, on avait une certaine reconnaissance, on avait le droit d'être un couple, on avait le droit d'élever des enfants, mais on n'avait pas le droit de les concevoir en France. Donc du coup, nous on est allé en Espagne et ça a changé après que en 2021. Ça marche. Donc plutôt pour vos derniers. Exactement. Pour ce premier désir d'enfant, comment est-ce qu'il se fait le choix au sein de votre couple de savoir qui est-ce qui va porter le bébé? Oh, c'était assez. Alors pour nous, pour le coup, c'était assez rapide. Ouais, Il y a des couples où c'est plus compliqué, il y a beaucoup de discussions. Nous, clairement, c'était un peu acté. Moi, j'avais très très envie de porter. Aller chercher les informations, les bons professionnels qui allaient nous aider, parce que, comme dit, c'était pas encore légal en France. C'est quelque chose qui ne me dérangeait absolument pas, mais que ma conjointe ne se voyait pas forcément faire. Donc ça a été assez rapide. Et puis moi j'avais des antécédents, j'ai eu une tumeur dans l'utérus. Donc on savait que ma fertilité pouvait être impactée et qu'il fallait pas trop que je tarde non plus. Donc tout se goupillait en tout cas pour que ce soit moi la première. On s'était dit dès le début que s'il y avait deuxième grossesse, ce serait sûrement elle. C'était à peu près acté aussi. Donc ça a été voilà, assez rapide de se mettre d'accord là-dessus. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. J'ai cherché tous les professionnels, on a gardé les mêmes pour le parcours d'après, et puis ça, voilà, ça s'est continué comme prévu, on va dire. ça marche. Justement, pour le choix justement des professionnels, est-ce que c'était forcément en Espagne? Voilà, c'était quoi un peu les recherches à l'époque que tu as dû faire pour justement trouver ces professionnels-là? Est-ce que c'était uniquement en Espagne, comme je te disais? Comment est-ce que tu as fait concrètement? Alors concrètement, c'est des recherches Google et du bouche à oreille. Globalement, voilà, c'est regarder déjà toutes les méthodes possibles, parce qu'en gros, effectivement, il y avait la PMA à l'étranger. Il y a aussi le fait de recourir à un donneur anonyme, entre guillemets, par exemple sur les réseaux. Il y a des hommes qui se proposent. Le fait aussi de faire avec un copain qui reconnaisse ou non l'enfant, parce qu'il y a aussi des femmes qui choisissent, qui font le choix de la coparentalité. Donc voilà, donc on s'est posé toutes les questions de ce que nous on voulait. Et après, une fois qu'on avait choisi la PMA, on a fait le listing de tout ce qui était possible, donc les pays, et du coup après tout un tableau Excel, en gros le temps qu'il faut pour y aller en cas de... Parce qu'en fait quand on te dit que c'est le bon moment, t'as 36 heures pour être sur place. Donc il faut un endroit où tu peux aller en 36 heures. Quand on te dit allez banco c'est maintenant, que tu puisses partir soit en voiture, soit en avion, soit en train, enfin voilà, mais que tu puisses être sur place rapidement. On a fait tout un comparatif des méthodes, de l'anonymat ou non des donneurs, enfin bref, tout un comparatif. Et il s'avère qu'on avait aussi des copines qui étaient dans le même parcours à ce moment-là. Et du coup, on a un peu suivi aussi le rythme, on a suivi ce qu'elles avaient fait. Et donc au final, on est tombé sur la même clinique qu'elles. Donc c'était plutôt rassurant aussi. Comment ça se passe pour vous justement, ce premier parcours PMA? Au bout de combien de temps justement tu tombes enceinte? Et c'est assez rapide. L'Espagne, pour le Ouais. coup, est assez rapide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait notre dossier, on a pris rendez-vous en novembre, on leur a envoyé mon dossier complet en février et j'ai attaqué sur le mois de mars. Ok, Donc mon premier ah essai ouais, était en mars, hyper rapide. hyper rapide, et je suis tombée enceinte en juillet, au quatrième essai. Voilà, donc globalement, on a, comme dit, on a commencé en février et j'étais enceinte en juillet. Question tout à fait naïve, du coup, le parcours PMA est en Espagne, le suivi de grossesse, lui, est en France. Où Tout à tu fait. dois... Ouais, ok. Non, tout à fait. En fait, même la phase avant l'insémination, tout le suivi folliculaire, etc., vérifier le bon moment pour cerner l'ovulation,
Les prises de sang, les échographies, tout ça, ça se fait en France. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des professionnels qui sont d'accord pour passer un petit peu outre la loi à ce moment-là. Ouais. Et du coup, il y a vraiment juste l'insémination qui se fait. Enfin, il y a le suivi par téléphone. En gros, à chaque fois que j'avais un contrôle en France, j'envoyais les résultats en Espagne. Et l'Espagne me donnait, en gros, la marche à suivre pour la suite, jusqu'au moment où ils nous disaient « Allez, banco, c'est maintenant, vous venez ». Et il n'y a que l'insémination qui a lieu en Espagne. Donc, en gros, on peut faire l'aller-retour sur la journée. Ça nous est arrivé de le faire, d'ailleurs. Ok. Donc, arrive ce premier bébé. Ouais, comment ça se passe, du coup, l'arrivée d'un premier bébé au sein de votre famille? Ah bah, Alix, c'était le bébé parfait pour les débutants. Ouais. C'est... Génial. Ah non, mais vraiment, on l'a posée, elle dormait. On n'a pas eu de pleurs de décharge. On n'a pas eu... Franchement, au bout d'1 mois, j'ai appelé le sage-femme pour savoir si c'était normal qu'elle ne pleure pas. Je trouvais pas ça normal pour un bébé. On dit un bébé, ça pleure. Bah moi, elle pleurait pas. Et ouais, c'était vraiment le bébé idéal pour débutants. Elle mangeait, elle souriait, elle dormait. Enfin, franchement, Trop bien. voilà. Après, Normalement, les gens appellent Ouais. pour l'inverse. Hein. Les gens appellent ouais, parce que mon bébé pleure trop. Hein, c'est pas... c'est ça. Mais moi, justement, et du coup, je comprenais pas qu'elle pleure pas, quoi. Et au bout de combien de temps est-ce que vous, justement, relancez le deuxième projet bébé Et bah assez rapidement au final, parce qu'elle avait 18 mois quand on s'est relancé pour un deuxième. Et donc là, on a inversé les rôles, donc c'est ma conjointe qui a porté. Et ça a pris, alors que je te dise pas de bêtises non plus, on a commencé en octobre pour Samuel, et ça a marché en février. Ouais, Donc hyper elle, rapide ça a aussi, marché, ouais. voilà, et ça a marché à la troisième fois. Est-ce que tu peux m'expliquer, justement, pour toi, le ressenti entre le fait, justement, d'avoir porté votre premier enfant et pour le deuxième enfant, avoir la place du coparent, du coup? Ah bah c'est C'est quoi, justement, en termes de sentiments, qu'est-ce que tu ressens dans tout ce parcours? un gros mélange, un gros mélange. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à un peu tout anticiper et tout stresser. Donc c'est vrai qu'à chaque résultat de ma conjointe, j'étais un peu en flip, quoi. Et elle était plutôt zen, donc on se complète plutôt bien là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, quand t'es pas acteur de quelque chose et que tu le vois défiler, enfin, moi, il a fallu que je prenne sur moi quand même. Et puis au début où elle est tombée enceinte, euh, quelques semaines après, on était en confinement Covid. Et du coup, c'est vrai que le côté tu maîtrises rien, je pouvais pas aller aux échos, enfin voilà, c'était un petit peu compliqué à ce moment-là. Mais par contre, j'ai trouvé l'expérience de passer de l'un à l'autre hyper complémentaire. Parce que du coup, on comprend beaucoup mieux ce que vit l'autre personne. Enfin, ou en tout cas ce qu'elle a vécu. Autant je comprenais mieux des réactions qu'elle avait pu avoir quand moi j'étais enceinte, mais que je comprenais pas pourquoi elle réagissait comme ça. Et inversement, du coup, quand elle était enceinte, du coup, je comprenais pourquoi elle réagissait comme ça, parce que effectivement, j'avais déjà vécu la grossesse. Et puis l'accouchement aussi, pareil, d'être de l'autre côté, enfin, c'est fou, quoi. On sait ce qui va se passer et en même temps, on le redécouvre différemment. J'ai trouvé ça génial, quoi, pouvoir avoir les deux rôles. Est-ce que, pareil, encore une fois, question tout à fait naïve, il y a souvent un peu cette idée reçue de dire la maman qui porte l'enfant, elle a ce lien d'attachement dès justement, voilà, dès qu'elle sent son enfant dans le ventre, etc. Alors que le coparent, lui, c'est plutôt à la naissance. Est-ce que toi, tu as senti un peu cette différence un peu d'attachement, entre guillemets, avec Alix, avec Samuel, ou pas forcément, déjà dès la grossesse de ta compagne, c'était un peu évident pour toi, quoi? Je pense que pour moi, le fait d'avoir porté en premier fait que j'ai plus facilement pu me projeter sur ce qui allait arriver et que c'était plus simple pour moi de m'attacher à cette grossesse dès le début. Peut-être que si j'avais pas vécu la grossesse et que j'aurais été, entre guillemets, comme un père qui découvre la parentalité, il y aurait peut-être eu un recul, un attachement qui aurait été peut-être décalé parce que pendant la grossesse, c'est vrai que tisser du lien, c'est un peu compliqué. Mais le fait de l'avoir vécu, je pense que ça a beaucoup joué sur cet attachement. Et effectivement, Samuel, la première écho, ça y est, il m'avait dans la poche, quoi. Je l'ai vu ce que j'appelle en petit poulet. C'est la première écho là où ils sont tout recroquevillés. Ouais. On dirait un petit poulet vu du dessus. Mais vraiment, ça a été mon coup de foudre, quoi. Trop bien. Du coup, question adoption. Du coup, vous aviez le droit d'adopter chacune Alix et Samuel. L'adoption, à chaque fois, vous l'avez fait suite à la naissance ou c'était les deux en même temps? Comment est-ce que ça s'est passé, Non, cette alors procédure?
pour le coup, alors pour Alix, on n'était pas encore mariés. Donc il a fallu d'abord qu'on se marie. Et ça a pris un petit peu de temps parce que bon, on avait des proches qui étaient loin, etc. Le temps qu'il y ait la date, que tout le monde puisse être là. Alix avait 8 mois. 8 mois le temps que, voilà, qu'on se marie. Et puis après, du coup, on a lancé l'adoption directement après. Et de toute façon, à Lyon, le tribunal impose que le parent adoptant ait vécu au moins 6 mois avec l'adopté. Ah, Voilà. Ouais. c'est en fonction du tribunal. Ah oui, bah oui, tant qu'à faire, comme ça c'est plus drôle, tu vois. Ouais. Il n'y a pas du tout les mêmes règles d'un tribunal à l'autre. Par exemple, à Lyon, enfin dans quasiment tous les tribunaux, c'est un CERFA à remplir, un CERFA d'adoption. À Lyon, ils ont leur propre requête d'adoption. C'est pas les mêmes papiers à remplir. Donc si tu remplis ton CERFA, et ben, ils te demandent en pièce complémentaire de remplir leur requête et tu repars pour une procédure. Enfin voilà, ça rajoute du temps à chaque fois. Donc non, chaque tribunal a ses règles du jeu. À Lyon, ils te demandent un dossier avec des photos, ils te demandent des lettres de témoignage de proches et de tiers attestant que tu t'occupes de l'enfant, entre guillemets, comme si c'était le tien. Enfin voilà, on te demande tout un dossier, mais qui n'est, par exemple, un peu plus loin, à Vienne, tribunal de Vienne, c'est pas le cas. Donc c'est un peu toujours la balance aussi des gens qui adoptent, qui veulent en montrer aussi, qui mettent aussi des pièces qu'ils demandent pas. Enfin tu vois, c'est toujours un peu la surenchère. Donc voilà, c'est un peu le jeu de l'adoption, quoi. Mais après, nous, on a eu beaucoup de chance, parce que comme dit pour Alix, on a posé le dossier début d'année, et ça a été acté en août, donc relativement rapidement quand même, en quelques mois, Ouais. on va dire. Mhm. J'ai des copines où ça a pris plus de 2 ans. Et du coup, en fait, la grosse problématique, c'est que pendant ce temps-là, tu n'as pas de droit sur l'enfant. Donc ça veut dire que, admettons, on se sépare, moi je partais avec Alix, et ben MC, elle la revoyait plus, et puis basta, quoi. Ouais, ouais. Et même s'il arrive quelque chose à justement un des membres du couple. Exactement, où ça nous est arrivé pour le coup. Samuel avait des problèmes d'asthme, je l'emmène à l'hôpital, on me demande le livret de famille. Bon, j'ai le livret de famille, Samuel n'était pas avec moi sur le livret de famille. Donc je donne le livret de famille de ma conjointe, et du coup elle me dit mais c'est pas vous. Et je lui dis bah non, c'est ma femme, il est en cours d'adoption. Du coup elle m'a dit oui mais vous comprenez, vous ne pouvez pas prendre de décision pour lui, et surtout le moment où il sortira, il faudra que ce soit votre compagne qui vienne le chercher. Je n'avais pas le droit de le refaire sortir de l'hôpital. Donc, en plus, c'était une période Covid, donc du coup, ma conjointe gardait Alix, mais Alix n'avait pas le droit de rentrer dans le service parce que protection, voilà, mesures Covid, etc. Donc, il a fallu que je laisse Samuel à l'hôpital, que je redescende chercher Alix pendant que ma conjointe montait chercher Samuel et qu'on se retrouve après tous les quatre en bas. Ça fait deux, trois petites situations comme ça un peu ubuesques, quoi. C'est sûr. Après, justement, ces deux premiers bébés, est-ce que rapidement derrière, justement, vous décidez de faire un petit troisième? L'envie du troisième, Ouais. est-ce qu'elle se fait sentir assez rapidement, comme l'envie du deuxième? C'était assez rapide au final parce que Samuel avait, que je dise pas, je réfléchis, hein, je dis souvent, il ne faut pas que je dise de bêtises, mais je réfléchis quand même. Euh, Samuel, alors on est reparti fin 2022, donc il avait 2 ans. Il venait d'avoir 2 ans quand on a recommencé. Donc on avait fait le bilan un petit peu avant ses 2 ans, il devait avoir ouais, 20 mois, quelque chose comme ça. Et du coup, le temps que je refasse tout le bilan, parce que j'ai pris quand même presque 5 ans dans les dents. Donc du coup, ou en tout cas dans l'utérus, pour le coup, fallait que je refasse tout le bilan. Et après, on est parti assez rapidement, parce que mon bilan disait quand même, t'as bientôt 35 ans, active-toi un peu, quoi. Justement, pour ce troisième bébé, comment est-ce que voilà, vous avez choisi que ce serait toi qui allais porter le troisième bébé? En fait, en faisant le bilan, alors moi j'avais envie de le revivre. Dès le Ouais. début, je l'avais dit. En gros, ma conjointe, elle avait dit pour Samuel, enfin avant Samuel, elle, comment dire, elle forcerait pas les choses. C'est-à-dire si ça marche dans les trois quatre premiers essais, ok, mais elle irait pas par exemple en FIV, etc. Voilà, les inséminations, ok, mais elle irait pas plus loin. Donc si ça n'avait pas marché, moi j'aurais pris le relais déjà à ce moment-là. Euh, Ensuite, du coup, elle avait déjà vécu l'expérience et ça avait été cool, mais voilà, un peu sans plus, quoi, on va dire. Moi, j'avais envie de le revivre. Je l'avais dit ouais, un peu dès le début, et puis je pense que moi, j'ai plus de facilité à me mettre un peu en stand-by, c'est-à-dire que bon, faut arrêter le sport, faut arrêter ci, faut arrêter ça. Ok, je le fais. Moi, Hmm. c'est pas voilà. Ma conjointe dans sa stabilité au quotidien, elle a besoin de beaucoup bouger, elle a besoin de faire du sport, elle a besoin de pas être rythmée par quelque chose, enfin,
par les rendez-vous médicaux, les trucs, etc. Ouais. C'est quelque chose qui l'oppresse, je pense, plus que moi. Et du coup, franchement, quand on a dit, bon, bah, on relance pour le troisième, on n'en a même pas reparlé, en fait. C'était dans la logique des choses, quoi. Pour nous. Et du coup, entre-temps, entre Samuel et cette troisième grossesse, la loi a changé, du coup. Exactement. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, pour ce troisième parcours, comment ça se passe? Ouais. Et donc, 2021, il y a un changement de loi, qui est le changement de loi de bioéthique, Ouais. qui ouvre la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Donc, ça veut dire qu'on aurait pu avoir ce parcours-là en France. Les délais d'attente ont fait que finalement, non. Parce que à ce moment-là, à Lyon, quand moi j'ai téléphoné pour m'enseigner, on m'annonçait un rendez-vous. Donc, on parle j'appelle fin 2021, début 2022. Et on m'annonce un rendez-vous début 2024. Voilà. Et à partir de là, il fallait encore compter à peu près un an pour l'attribution des paillettes. Donc ça Qu'est-ce aurait qui voulu justifiait dire ça? C'est qu'il y avait beaucoup de demandes ou déjà beaucoup de demandes et à Lyon un problème de personnel à ce moment-là. Ils avaient pas le bon personnel, ils n'avaient pas assez de gens. Il y avait quelqu'un qui était, je sais plus si c'est en congé maladie, en arrêt, enfin bref, je sais plus le pourquoi du comment, mais en tout cas, il y avait une personne qui manquait et ils ne pouvaient pas recruter quelqu'un d'autre. Du coup, ça avait décalé tous les délais. Il s'avère qu'en vrai, si j'avais continué, ça aurait été rapproché. Le rendez-vous aurait gagné un an, je crois, à peu près. Mais à ce moment-là, on m'annonce un délai en 2024. Ouais, c'était Et du annoncé dès le départ, ouais. Ouais. Et en gros, ils ont pris des pincettes. Ils sont allés au plus large possible. Finalement, c'était pas le cas, mais voilà. Et du coup, ouais, comme dit, après, encore un an d'attente pour les attributions de paillettes, à peu près. On était à un an à ce moment-là. Je crois qu'on est plutôt à 18 mois en ce moment. Mais du coup, moi, ça me projetait quand même, bien 2025, quoi. Donc ça aurait voulu dire cette année. Enfin, c'est 2025, là, j'ai 38 ans, pour le coup. J'avais, comme dit, une AMH, donc c'est l'hormone, en gros, qui te dit à peu près ta réserve folliculaire. Moi qui criais quand même déjà, on est plus proche de la quarantaine que de la vingtaine, quoi. Donc j'avais pas du tout envie de perdre de temps. Et du coup, on s'est retourné quand même vers l'Espagne. Par contre, ce qui avait changé avec cette loi de 2021, même pour les parcours à l'étranger, c'est l'affiliation. C'est-à-dire que, du coup, on avait dû adopter... donc moi, j'ai adopté Samuel, ma conjointe a adopté Alix. Là, pour le coup, avant toute procédure, c'est-à-dire avant les inséminations, avant toute grossesse, et j'insiste vraiment sur le avant parce que c'est hyper important, on est allé chez le notaire pour s'engager à reconnaître les enfants qui naîtront d'une PMA en commun. Donc du coup, on est allé chez le notaire, on a signé ces papiers-là. Et ce qui fait que je suis tombée enceinte et ma conjointe a pu, le jour de la naissance, aller directement à l'état civil avec ce papier en disant, du coup les jumelles, je spoil, les jumelles sont nées, on les reconnaît toutes les deux et voilà. Et du coup c'était acté en un quart d'heure, quoi, comparé au mois d'attente de l'adoption. C'est sûr, et puis ça protège aussi justement les bébés à venir, puisque c'est un projet que vous construisez à deux. C'est un projet qui se construit à deux, et surtout, comme c'est consigné en amont, avant toute grossesse, si j'étais tombée enceinte, j'aurais pas pu partir tout de suite en disant, écoute, c'est pas ton enfant, génétiquement il est pas lié, je me casse. Non, ça ne marche pas. Je m'engage à reconnaître avec toi cet enfant-là. Ouais. Ok, au même titre que qu'il y a déclaration de paternité pour un papa, sauf que c'est pas devant le notaire, mais Exactement. que pour un papa dans un couple hétéro. Sauf que le papa dans un couple hétéro le fait une fois la grossesse acquise. C'est ça la grande différence, c'est que nous, il faut qu'on le fasse avant. Ok. Il faut qu'on s'engage dès le début. Voilà. Ça marche. Mais effectivement, c'est parce que le père, pour le coup, si jamais la mère se change d'avis et part, ou inversement d'ailleurs, le père décide de partir, il y a la génétique qui fait que vous êtes forcément liés et tu peux dire, non, tu as des droits et des devoirs sur cet enfant, tu l'assumes. Donc pension alimentaire, etc. Et du coup, nous, on n'a pas ce côté génétique, donc il fallait le remplacer par autre chose. Et pour le coup, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais les couples hétéros qui ont besoin d'un don de gamètes signent quand même un papier chez le notaire, idem pour que, par exemple, s'ils ont besoin d'un don de sperme, le conjoint ne puisse pas partir en disant « ce n'est pas mon enfant génétique, je ne le reconnais pas ». Ça n'existe pas, tu as signé le papier, tu le reconnais. C'est ça, ouais. C'est dans le cadre d'un don de gamètes dans tous les cas, que ce soit hétéro ou homo. Sauf que pour un couple hétéro, tu as juste le consentement au don de gamètes. Nous, on nous rajoute cette reconnaissance dès le début.
Ok. qui a fait couler beaucoup d'encre, hein. Il y a beaucoup de couples qui n'étaient pas du tout d'accord sur cette distinction entre hétéro et homo. Mais quand on a connu l'adoption, mine de rien, on est quand même content. Ouais, ça C'est facilite ça. grandement le parcours, ouais. Et c'est juste que pareil, un hétéro qui va reconnaître son enfant en mairie, c'est gratuit, et que nous, c'est quand même 200 € Et quoi. c'est un acte notarié, ouais. Donc Voilà, forcément, c'est tu ça, payes. c'est ça. Ok, donc si on en revient justement à cette troisième grossesse, déjà on va parler gémilité. Est-ce que pour les 2 grossesses précédentes, vous vous étiez préparé à une éventuelle gémilité? Ah bah bien sûr, parce que dès que tu passes en PMA, t'as forcément plus de risques. Et ma conjointe est OPK, donc en gros, elle a un très très grand nombre de follicules. C'est-à-dire que, juste à titre de comparaison, moi j'en avais une quinzaine, elle en avait 65. Donc à partir Ok. du moment où tu stimules, il y a risque de Hmm. gémellite. Voilà. Et donc nous, enfin, moi je pense même que j'espérais des jumeaux à un moment. J'ai grandi avec plein de copines qui ont des jumelles, etc. Et du coup, c'était quelque chose, ouais, qui aurait été, voilà, je savais que c'était une belle aventure, ça m'aurait pas, enfin, voilà. Mais il s'avère que bah, numéro un et numéro 2 non. Et pour le coup, numéro 3 je voulais un petit peu moins quand même. C'est pas pareil, quoi. Du coup, c'est à la T1 que vous apprenez qu'il y a 2 bébés? C'est à l'écho de datation. Des codes À de l'écho de datation. Ok, datation, ouais, ouais. à 8 semaines, je crois, à peu près. Et puis la veille encore, ma conjointe me dit, mais t'as quand même des énormes taux au niveau prise de sang, t'es sûre et tout, il y en a Hmm. qu'un. Je lui dis, mais rappelle-toi, regarde Alix, c'était exactement, franchement, c'était vraiment exactement les mêmes chiffres. Je lui dis, oh, c'est encore un bébé géant, parce qu'Alix était très très grande dès la naissance. Je lui dis, ah, c'est bon, c'est juste encore un bébé géant qui est en avance sur les courbes, c'est bon, pas de problème. Puis là, quand on arrive pour l'échographie, la gynéco nous dit, je regarde, je fais un petit check et après je vous explique. Comme ça, en gros, elle se laisse la possibilité, si jamais il y a un souci, de nous préparer. Enfin voilà. Et en fait, elle pose la sonde, elle l'enlève, elle fait, vous avez vu? Et, ouais, on avait vu. C'est-à-dire que vraiment sur l'écran, il y avait les deux trucs. Il y avait aucun doute, mais vraiment Hmm. aucun doute quoi. C'est-à-dire même si tu sais pas lire une écho, tu vois le truc, tu voyais qu'il y avait deux bébés direct quoi. Et là, comment vous réagissez? Parce que justement, tu disais, toi, à un moment donné, tu aurais espéré ça. Maintenant que c'était le troisième, pas forcément. Comment est-ce que vous réagissez à ce moment-là? Ah bah je pense que comme déjà tout parent qui apprend qu'il va avoir des jumeaux, on est complètement assommé à ce moment-là. Dans ma tête, moi, il y a les calculs de crèche, de voiture, enfin, tout ça qui vient d'un coup. Comment on va faire, quoi. Et alors, ma conjointe, elle, c'est simple, elle a plus parlé de toute l'écho. Mais vraiment, la plus entendue. Elle était assommée de chez assommée, quoi. Je pense que. Je pense qu'en plus, elle se posait quand même encore un peu des questions sur ce troisième. Je pense qu'elle n'était pas totalement. Voilà. Et là, c'est même pas chérie, on en aura trois, c'est chérie, on en aura quatre, quoi. C'est. Tu passes encore un level, quoi. Et du coup, le soir même, je vois, on était sur le site, ouais, sur le site de la CAF pour faire des calculs pour la crèche, pour voir combien ça allait nous coûter, si on pouvait se le permettre, enfin vraiment. Et en même temps, il n'y aurait pas eu d'autre solution. Enfin, moi, j'aurais pas pu mettre fin à cette grossesse, c'était juste pas possible. Donc de toute façon, il n'y avait pas de solution, il fallait que ça passe. Mais enfin, honnêtement, je pense que j'ai vu que des témoignages dans ce sens-là de parents qui paniquent les premières semaines. Je pense que c'est totalement naturel, quoi. Ouais, ouais, il y en a beaucoup. Et puis, comme tu dis, ça implique aussi au niveau matériel quand même pas Mm. mal de changements et de choses en plus que tu n'avais pas forcément prévues. Bah, c'est ça, c'est ça. Nous, on a des aménagements à venir, des questions qu'on se pose pour la maison, parce que pour l'instant, ils sont petits. Les jumelles, elles sont dans la même chambre, ça pose pas de problème. Les grands sont dans une très grande chambre, ça pose pas de problème. Dans le pire des cas, on pourra même la séparer en deux. Mais en grandissant, ça posera des problèmes forcément matériels, quoi. Et puis forcément, ouais, la voiture. Moi, j'emmenais les enfants en vélo à l'école, donc j'avais un vélo, tu sais, les vélos où tu peux mettre les deux enfants derrière. Ouais. Bah oui, Mhm. mais avec quatre, je fais quoi les deux dernières? Ça passe plus, quoi. Et j'ai quand même 17 bornes à faire, donc il fallait que je trouve une solution. Donc tu vois, c'est tous ces trucs-là où d'un coup tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On a trouvé une solution pour tout, mais n'empêche que sur le coup, Mais voilà, sur le coup, tu es assailli de questions dans tous c'est les ça, cas. Ouais. c'est Et ça, faut prendre le temps de digérer, de répondre aux questions au fur et à mesure. exactement, Et après ça coule de source. Mais ouais, au début, tu as plein de choses qui n'étaient pas prévues. Ouais. c'est ça. Et puis mine de rien, moi j'avais déjà accouché prématurément pour Alix, et du coup c'est quelque chose qui m'a fait tout de suite très très peur.
de me dire, mais attends, si déjà un bébé, moi, mon utérus, il a dit niet, qu'est-ce qui va se passer quand il y en aura deux, quoi. Ouais. Est-ce que Et, la gynéco qui te suit à ce moment-là pour la grossesse, elle te parle justement un peu des risques autour des grossesses gémellaires? Qu'est-ce qu'elle t'annonce à ce ah moment-là? oui, oui, bah globalement, déjà, elle m'a dit, ok, la boxe, vous arrêtez. Ouais, ok. Ça a été le premier truc. Elle m'a dit non, mais. Hein. Et puis après, non, non, elle m'avait dit, de toute façon, je vous arrêterai de manière enfin, voilà, assez précoce, histoire de pas attendre. Parce que pour Alix, en gros, on avait un peu rien vu venir. C'est-à-dire que je suis allée à un contrôle, je crois que c'était au 6e mois. La sage-femme, elle me demande, c'était à l'hôpital, elle me demande comment ça va. Je dis, bah, ça commence à tirer, je suis fatiguée, enfin voilà. Elle m'envoie un peu sur les roses en mode oui, j'entends ça à longueur de journée, etc. Et puis en fait, elle m'ausculte et elle me dit non, mais en fait, vous rentrez, vous allez au boulot, vous prenez vos affaires et c'est fini. Donc le jour même, j'étais en arrêt. Et en fait, j'ai su bien après que c'est parce que mon col avait déjà fait des siennes et que du coup, j'étais. Mais ça, elle me l'a pas dit, elle me l'avait pas dit explicitement. Hein. C'était écrit après sur le compte rendu, map, voilà, Ouais. donc menace d'accouchement prématuré, Mm, etc. Mais elle mm, me mm. l'avait pas dit. Et pour les jumelles, pour le coup, ouais, très très tôt. Enfin, déjà, j'ai eu un premier trimestre assez compliqué avec, tu sais, ça joue vachement sur la thyroïde, donc sur la fatigue, etc. Et moi, ça s'était effondré, donc j'étais mais épuisée. Je Mm. pouvais dormir, franchement, sans mentir, je devais dormir entre 14 et 16 heures par jour, un truc comme ça. Donc du coup, j'avais déjà arrêté une première fois, une bonne partie du premier trimestre. J'ai repris un petit peu le travail, et là, on m'a re-arrêté très rapidement. De toute façon, à 5 mois de grossesse, j'étais alitée. Justement, jusqu'à quel terme est-ce que tu l'amènes cette grossesse? Tu disais que tu avais accouché un peu prématurément d'Alix. Est-ce que là aussi, il y Ouais. a un peu de prématurité pour les jumelles? Oui. Alix, j'ai accouché à 36 semaines et 2 jours. Et les jumelles, j'ai accouché, donc j'ai été mise en MAP à 25, avec rétrécissement du col, etc. Mais j'arrive à tenir jusqu'à 35 plus 1 pour être exact. Ah waouh, Donc ouais. ouais, 10 semaines couchées à l'hôpital et à la maison, parce que je faisais des allers-retours entre les deux. Mais ouais, 10 semaines couchées, et puis ça a tenu jusqu'à 35 semaines. Du coup, ça leur permet de faire un bon poids déjà, parce qu'elles faisaient 2,5 kg et 2,7 kg globalement. Donc quand même pas mal pour des Ah ouais, pas mal. petites Mm, jumelles mm, mm. prématurées, ouais. Mm, mm. Comment est-ce que pendant cette période, vous préparez vos deux aînés justement à l'arrivée des jumelles, à deux nouveaux bébés dans la famille? Bah du coup, Alix elle avait déjà connu un petit peu le fait d'être grande sœur, donc ça nous a beaucoup aidé. Et Samuel, on a vraiment ressorti les albums photos justement, où on lui a remontré tout ce que faisait Alix, par exemple, ce que c'était du coup d'être grand frère. Donc en montrant voilà ce que Alix elle faisait, comment on avait fait, comment on s'occupait d'un bébé, etc. Enfin voilà. On a préparé les petites affaires avec eux. On a montré bon, sur des poupées. Enfin voilà, on les a beaucoup intégrés à cette préparation. Et puis mine de rien, moi j'étais comme dit presque tout l'été à l'hôpital. Donc c'est surtout ma conjointe qui a fait beaucoup d'allers-retours déjà entre eux, parce que les enfants du coup on les a mis un peu chez nos parents respectifs pour qu'ils aient quand même un semblant de vacances. Ils sont Ouais. partis en vacances avec leurs grands-parents du coup. Et MC, ouais, voilà, les emmener de temps en temps à Lyon. Enfin, on a essayé de jongler un peu entre tout ça. Et du coup, ils ont vite compris que si moi j'étais à l'hôpital, c'est qu'il y avait une raison. Et donc on leur a expliqué le pourquoi, etc. Que les bébés allaient être petites et que du coup ils avaient besoin d'être un petit peu à l'hôpital, tout ça. Enfin voilà. Et surtout, moi j'ai été mise en unité kangourou. Pour celles qui connaissent pas, c'est une unité un peu intermédiaire entre la maternité classique et les soins intensifs. Enfin, la néonate. Et du coup, ça a permis qu'ils viennent la journée avec nous et ils repartaient le soir. Donc moi, je restais, ça a duré une dizaine de jours. Et donc, ils ont pu appréhender aussi cette nouvelle arrivée un peu plus doucement que si on rentrait au bout de 2 jours, allez hop, tout le monde à la maison, voilà. Ils se sont fait à l'idée doucement sur ces 10 jours. Et puis, quand on est rentré, par contre, c'était chamboulement. Ouais. Comment ça se passe justement le passage de 2 à 4 enfants? Comment ça se passe chez vous? Plutôt zen, on va dire. Il n'y a pas eu de jalousie ou de colère ou quoi que ce soit des grands. Ça a été plutôt calme à ce niveau-là. Ils sont tout de suite trouvés, je sais pas comment dire, mais une certaine routine. Ils se sont attachés à elle directement, ils se sont occupés d'elle directement. Voilà, ils essayaient de les câliner. Enfin, c'était assez zen à ce moment-là. Par contre, bon, les jumelles avaient toutes les deux du reflux, Ouais. un gros RGO toutes les deux. Et donc ça, pour nous, ça a été, et avec allergie au lait de vache. Donc moi, comme j'allais été, du coup, c'était moi qui subissais
le régime. Enfin voilà, ça, il y a Hmm. quand même eu quelques petits chamboulements un peu compliqués. Pendant 4 mois, on n'a pas dormi parce qu'on pouvait pas les poser. Du coup, on dormait assise. Donc bah moi, j'étais à la maison la journée, donc je pouvais somnoler avec elle un petit peu, mais ma conjointe, au bout d'un mois, elle a repris le boulot, quoi. Au niveau du congé, justement, toi, tu l'as un peu abordé. On appelle toujours ça le congé paternité, mais en fait, le mot est pas forcément bon. Mais du Non, coup, alors, ta conjointe, ouais, c'est elle a pas eu le même paternité. congé que. Ouais, c'est pas Le vrai paternité. nom, non, le vrai nom, c'est congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Et donc, du coup, en fait, c'est toute personne, je crois que c'est salarié, mais à vérifier, qui vit avec la mère. C'est-à-dire que globalement, j'aurais pas de conjoint ou de conjointe, mais par contre, j'en sais rien, moi, j'ai un coloc. Le coloc pourrait prétendre. Ah ouais? Ouais, si, si, et pour le coup, j'ai déjà eu le cas, donc ça a vraiment marché pour quelqu'un. Tu peux, en fait, t'es pas obligé d'être parent tant que tu habites avec la personne qui a ce bébé et que tu l'accueilles chez toi. Ok. Ah Ouais. ouais, je pensais qu'il devait forcément y avoir un. Non, parce que du coup, par Ouais. exemple, pour Alix et Samuel, qui n'étaient pas reconnus par le Oui. deuxième parent, on avait le droit au congé aussi. Ah ouais, ok. Ouais. Même sans avoir été Ouais, adopté. Ok. exactement. Du coup, bah, elle a eu effectivement les jours classiques, comme si ça avait été, entre guillemets, hein, une fois de plus, le père de l'enfant. Ça marche. Si on parle maintenant et ce sera le dernier sujet, si on parle du regard des autres, parce que moi je sais et je trouve que c'est quand même déjà assez relou le regard sur la gémellité. On attire quand même pas mal de regards. J'imagine qu'en plus, en étant une famille avec 4 enfants, des jumelles et en plus un couple de mamans, j'imagine que niveau regard, remarque, ça fuse. Comment est-ce que vous vivez tout ça et est-ce que tu as un peu des anecdotes à nous raconter par rapport à justement au regard des autres et au regard de la société aujourd'hui en France sur votre famille? Ouais, alors ce qui est drôle, c'est que quand on est toutes les deux, avec les 4 enfants, je pense que dans le collectif, l'imaginaire collectif, les gens pensent une femme, 2 enfants, et Ouais, on ils se pensent balade deux entre potes, copines. ouais. Exactement. Il y a moins ce tilt. On m'a déjà dit, ah c'est marrant, vous avez des enfants du même âge, genre elle et moi, comme si par exemple Jade était à moi et Clémence à MC. Et du coup, non, elles sont jumelles. Donc ça, c'est drôle. Après, c'est surtout quand on est une des deux, ou par exemple au parc avec les 4. Là, le premier réflexe, c'est ah tiens, une nounou. Moi, on a essayé de Ouais. m'embaucher, mais déjà des dizaines de fois. Mais vraiment, hein, c'est arrivé une fois au parc où il y avait vraiment une dame qui me fixait, mais c'était malaisant tellement elle me fixait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais pour qu'elle me. Est-ce que je sais pas, qu'est-ce que je fais Hmm. avec mes enfants qui fait qu'elle me regarde à ce point-là, quoi. Et en fait, à la fin, au moment où je partais, elle est venue me voir, elle me dit, je suis désolée, je vous ai fixé tout le long. J'ai dit, ouais, j'ai remarqué, ouais. Elle me dit, mais c'est, en fait, je cherche un mode de garde pour ma fille. Et je lui dis, ah, mais je vous arrête, moi, c'est les miens. Waouh. C'est les miens, ceux-là. Et du coup, elle m'a dit, ah, mais j'étais persuadée que vous étiez nounou. Ben non, en fait. Non, non, c'est. Mais voilà. Ou une fois à la caisse, je suis avec. En plus, j'étais qu'avec les 3 filles à ce moment-là. Et du coup, il y a un monsieur qui me dit, ah, bah, ils sont à vous, ces enfants? Je dis, oui, oui, ils sont à moi. Et donc, Alix, elle dit, ah, et on a un frère aussi. Donc, elle rajoute une pièce. Et le mec me dit, ah, bah, 4 enfants? Ah, bah, j'espère qu'ils ont au moins le même père, au moins. Donc là, je l'ai regardé. J'ai dit, bah, je suis presque sûre que les jumelles ont le même. Mais vraiment, je suis restée un peu. Et puis, quand il y a les enfants, j'essaye d'être un peu moins tac-tac dans mes réponses. Ouais. Et du coup, ouais, j'essaye de répondre un peu avec humour, mais c'est vrai qu'il y a des fois où tu te dis, bah, et s'ils avaient pas le même père, qu'est-ce que ça changerait, quoi? J'aurais très bien pu, ça aurait pu être une famille recomposée, enfin, ça aurait pu, je sais pas, j'aurais pu divorcer du premier et effectivement avoir un remariage, enfin, il y a plein de possibilités, Il y a plein de enfin, possibilités, bah, ouais. c'est ça. Hmm. Mais du coup, je me suis dit, mais en quoi ça te regarde? Je te demande pas de les reconnaître, donc, je sais pas. Ouais, je pense que les gens osent beaucoup à partir du moment où il y a les enfants. Est-ce que tu trouves qu'ils osent aussi beaucoup des remarques, etc., sur votre couple ou c'est un peu plus C'est plus discret, discret. C'est plus discret. sournois Il n'y a pas, pas dans la vie au quotidien en fait. Dans la vie au quotidien, on n'a pas de problème. Que ce soit l'école, mes collègues. Franchement, j'ai pas de soucis. Voilà. Les réseaux sociaux, par contre, les réseaux Ouais. sociaux, ça c'est. Alors Instagram, ça va encore, mais je peux pas mettre le moindre truc qui parle de ma famille sur Twitter sans avoir des remarques. Ça c'est vraiment plus que quotidien, quoi. C'est voilà. C'est quelque chose qui revient, voilà, et c'est toujours la même chose, hein, c'est ah, vous les avez achetés combien, il est où le père, enfin c'est toujours les mêmes remarques.
moi, ça me passe au-dessus, et je me dis que d'une certaine manière, on ouvre un peu la voie, donc forcément, il y a des gens qui sont pas open, qui sont pas prêts à s'ouvrir. Mais ce qui me rassure, c'est que pour le coup, ça n'a jamais été devant nos enfants, et eux, voilà, ont aucun souci. Ils sont totalement acceptés. Enfin, tu vois, l'autre jour, ma fille, elle rentre de l'école, puis en plus, elle tirait la tête à ce moment-là, donc elle m'a vraiment mis un peu dans la panique, parce qu'elle me dit, maman, j'ai un mot pour toi. Et là, j'étais là, ok. Et vraiment, elle me dit ça, mais sur un ton. Enfin, elle m'aurait dit, j'étais convoquée chez le directeur, c'était le même ton, quoi. Et je me suis dit, oula. Et puis elle me tend une lettre. Et je me suis dit, et je vois bien que c'est une écriture, tu sais, manuscrite et tout. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y avait écrit dessus, à l'attention des mamans d'Alix. Et moi, des mamans d'Alix, c'est déjà quelqu'un qui valide ma famille. Déjà, ça m'a soulevé, voilà, direct d'un poids. Et au final, c'était juste que Alix s'entend très bien avec un de ses copains et que cette maman voulait qu'on se rencontre pour qu'elle puisse inviter Alix à la maison. Donc, et du coup, moi, j'étais toute soulagée et tout. Et puis, c'est drôle parce qu'Alix, elle me fait une remarque en me disant, en gros, ce copain-là, il a ses parents qui se sont séparés. Et elle, c'est quelque chose qui la travaille vraiment, cette différence entre... Enfin, tu sais, le divorce, quoi, tu vois, c'est vraiment quelque chose... Et du coup, elle me dit, mais maman, je peux y aller même s'il a plus qu'une maman? Je lui dis, mais Alix, c'est quoi cette question? Mais je lui dis, bah bien sûr. Mais vraiment, c'est quelque chose, alors, elle capte pas, enfin, elle sait très bien qu'elle a une famille qui est différente des autres. Ouais. Mais cette différence ne la marque pas. Ce qui la marque, c'est vraiment quand il y a des clashs, des clashs dans la famille, quoi. Ça, c'est un truc qui la marque beaucoup. Donc c'est drôle de voir que elle a pas la même, je sais pas comment dire, mais la même approche de la famille. Elle, ce qui pose problème, c'est vraiment, c'est pas la configuration de la famille, c'est le fait que potentiellement il y ait des difficultés dans une famille. Ça la touche beaucoup. Ouais. Comment est-ce que vous avez justement expliqué à vos enfants justement un peu la différence de votre famille? Est-ce que, enfin, voilà, il y a eu une explication claire ou est-ce que c'est au quotidien? Comment est-ce que ça vient tout ça? C'est-à-dire, nous, ça a toujours été, on a des livres sur les thématiques, on en a plein sur les différentes familles, sur des histoires où il y a une composition, que ce soit le sujet de l'histoire ou non, hein, d'ailleurs, il y a des histoires où juste le personnage a deux mamans et puis basta, on n'en parle pas plus que ça. Ouais, c'est pas un sujet, quoi, c'est... petit, enfin, je pense notamment à celui que j'ai lu hier soir aux Jumelles, c'est un panda qui veut faire un gâteau, il fait un gâteau avec ses deux mamans. Mais le sujet, c'est je fais un gâteau. C'est, voilà. Et, du coup, ça, on en a plein. Et même quand on lit autrement une histoire, enfin, je sais pas, moi, Choupi va à la ferme, bah, Choupi, il est avec maman et papa, et ben, tiens, regarde lui, la maman et papa, qui est-ce que tu as, toi? Ou quand on joue au Playmobil et qu'on fait une histoire avec, ou au Barbie, enfin, je sais pas. Il y a plein de manières où, quand ils sont tout petits, on ouvre le sujet à ce moment-là. Et même avec, tu vois, les cousins, ou etc. Enfin, voilà, Louis, il a quoi? Bah, Louis, il a son papa et sa maman, qui sont séparés, qui ont chacun un conjoint, donc, enfin, une conjointe. Donc, il a aussi beau papa, belle maman, etc. Enfin, voilà, ça permet... Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, au final. Hein. Autour de nous, on a tous 25 compositions familiales différentes, des familles recomposées, voilà. Donc, non, on se sert beaucoup du quotidien, et puis après, de nos histoires aussi. On a fait des histoires... on a fait faire des livres personnalisés aussi, donc du coup, avec vraiment notre histoire à nous qui est retranscrite. Et puis voilà, et donc du coup, c'est régulier qui demandent de les relire. Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée, puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.